mettre devant le... Je vais faire comme ça. Et là-bas, il est là-bas? Non, je vais me mettre là, moi. M'en Vous fiche. n'allez pas vous servir du tableau ici? Si. Si. Je vais faire un Bien schéma. penser à basculer quand vous êtes... si vous faites des schémas ici, Ouais. vous basculez de tableau 1. Ouais. Ici, tableau 2 là-bas, sinon. D'accord. Et là, il faut revenir, si vous... Mais de toute façon, je ferai mon dessin en même temps, je laisserai tout. Je vais monter ça. Par contre, ça c'est pour le monter. Non, c'est bloqué maintenant. Ah d'accord. Merci. Bien. Alors, je vais d'abord vous rappeler quelques éléments tout simples qui ont l'air d'aller de soi, mais qui, quand on est devant un patient, ne le sont pas toujours, surtout au niveau de la face et de la bouche. Alors d'abord, il y a la notion d'un axe de symétrie, puisque comme tous les vertébrés, on a cet axe de symétrie qui correspond donc au rachis et qui continue de façon un peu différente et plus originale, je dirais, au niveau de la tête. Où les aspects de métamère disparaissent. Donc, sur le plan du visage en général, vous avez différentes régions qui sont déterminées et qui sont toutes simples, avec 3 étages qui sont sensiblement égaux. Donc, c'est très sensible, on n'est pas à 1 millimètre près. Mais qui permettent de voir si une anomalie importante existe, rien qu'en regardant quelqu'un. Et puis vous avez une symétrie droite-gauche, là aussi relative. Donc les régions sont marquées, il y a des régions impaires qui sont en général celles qui sont paramédianes et médianes. Donc vous avez frontale, nasale, bien sûr, labiale, supérieure, inférieure, et puis mentonnière. Et puis vous avez les régions latérales, qui sont les 2 régions orbitaires. Les régions géniennes, qui sont l'adjectif correspondant à joue, et puis les régions massétérines. Donc ça, c'était pour vous localiser un petit peu les sujets au niveau de la face, en tout cas. Alors, le deuxième anomalie, qui est compliqué pour vous, c'est le fait que rien n'est fixé de l'enfant vers l'adulte, mais au contraire, tout va changer. Donc, vous avez des détails sur la diapo que je ne vais pas répéter. Par contre, je vais vous expliquer la numérotation des dents et je vais faire le schéma qui correspond à ce que vous voyez, mais qui sera, je pense, plus clair. J'espère. Donc, les dents adultes que vous avez, vous, normalement, il ne vous reste plus de dents de lait, hein. Bon, sont numérotées par cadran. Donc, la droite étant, comme d'habitude en médecine, ici, et la gauche ici. Ah, il ne faut pas être sur les deux. Je ne rentre jamais dans les... Par principe, je ne rentre pas dans les murs. Alors c'est pas le bon? Pardon? Faut que je reste à distance de la... Ah oui, vous allez voir ma... D'accord. Enfin, vous êtes capable de voir au tableau direct aussi, quand même, hein. Bon, c'est pas... Alors, donc, 4 cadrans. Le cadran en dents adultes, vous avez 2 chiffres. Le premier chiffre correspond, 1, 2, 3, 4, au cadran où est située la dent dont on parle. Donc, arcade supérieure droite, le premier chiffre sera le 1. Arcade supérieure gauche 2, arcade inférieure gauche 3, arcade inférieure droite 4. Le deuxième chiffre correspond à la dent sur l'arcade. Autrement dit, l'incisive centrale va s'appeler 11 et la dent de sagesse, que vous avez peut-être ou pas encore en bouche, la 8. On va de 11 à 18 et ainsi, on va de 1 à 8 comme deuxième chiffre sur chaque secteur. Ça, c'est dents adultes.
Donc vos dents actuelles, celles que vous avez dans votre bouche, c'est très simple. Vous avez une incisive centrale supérieure droite, elle s'appelle 11, la supérieure gauche s'appelle 21, de façon à pouvoir repérer facilement. La canine inférieure gauche, la canine étant la troisième dent, vous avez 2 incisives et vous avez la canine. La canine s'appelle 33. C'est un 3, donc 33, 23. En bas, 43. Et en haut, à droite, 13. Donc, les incisives, c'est 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. La canine, dans chaque secteur, c'est 13, 23, 33, 43. Ensuite, vous avez 2 prémolaires, qui sont les 4 et 5. Ça, c'est des prémolaires. Et après les prémolaires, vous avez les molaires, qui sont les dents les plus grosses. Que vous avez en bouche et qui sont celles avec lesquelles vous triturez préférentiellement le steak non haché. Donc voilà la numérotation. Autrement dit, votre dent de sagesse supérieure droite, quel numéro porte-t-elle? Allez-y. 18, c'est très bien. La canine inférieure gauche, 33. L'incisive centrale inférieure droite, voilà. Et la latérale supérieure gauche, 22. Voilà. Ça, c'est les dents définitives. Alors, vous avez le même principe avec les dents de lait. Les dents de lait, comme vous allez le regarder de nouveau de l'autre côté, donc vous n'avez pas le même nombre de dents. Je commence par celle-là parce que, comme elle reste toute la vie, les chiffres sont plus petits, évidemment, sur les dents définitives. Les dents de lait, elles ont des chiffres. Le premier chiffre va être au-dessus, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8. Évidemment, on tourne encore. Donc, je vais vous le remettre après, mais juste pendant ce temps-là, vous regardez. Donc, les dents de lait, ce sont celles-ci, qui sont au nombre moins nombreuses, puisque les molaires de lait, il n'y a pas de prémolaires en denture de lait, vous avez que des molaires. Donc, vous avez, pour l'arcade supérieure droite, vous avez 2 incisives, 51, 52. La canine de lait, 53. Et ensuite, vous avez 2 molaires qui s'appellent 54 et 55 pour le côté supérieur droit. Donc, vous retenez que les 2 molaires de lait sont remplacés par 2 prémolaires qui sont simplement des dents de morphologie un petit peu différente, alors que les vrais molaires que vous avez, ce sont celles-ci. Donc, la canine de lait supérieure gauche, quel est le numéro ? « 63, c'est bien. Ensuite, 64, 65 pour les 2 molaires. D'accord. Alors, l'incisive latérale inférieure droite de lait. Alors, on dit incisive lactéale, mais on dit aussi, le mot scientifique est déciduale. Comme tous les mots sont quand même un petit peu particuliers dans la spécialité, je garde ce qui est le plus simple, c'est-à-dire lactéale. Si vous dites lactéale, tous les gens comprennent une dent de lait, ce que c'est. Un enfant arrive aux urgences, on vous dit il a perdu sa dent, vous savez si c'est une dent définitive, une dent de lait, vous n'allez pas dire c'est une déciduale, vous en fichez. Donc c'est vraiment important d'avoir le vocabulaire courant, je trouve, comme en anglais. Et donc déciduale, c'est la dent de lait, mais c'est voilà. Donc l'incisive déciduale ou lactéale inférieure droite, centrale, la centrale, 81. Je vous remets ça. Alors, je vous ai dit, il n'y a que l'adulte à avoir des molaires aussi grosses, ce sont ces 3 molaires, qui s'appellent 16, 17, 18 en haut à droite, par exemple. Donc 16, un petit moyen facile à se retenir, toutes les 6 sont les premières molaires définitives.
les premières molaires définitives poussent vers 6 ans. Quand je dis 6 ans, c'est plus ou moins 6 mois. Vous avez 5 ans et demi, 6 ans, ça dépend beaucoup, 7 ans parfois. Bon, c'est global, mais ça vous donne ça vous situe. La deuxième molaire, dite dent de 12 ans, pousse vers 12 ans, c'est-à-dire qu'elle pousse après toutes les autres. En réalité, à peu près en même temps que la canine. Donc ça, c'est la deuxième molaire. Et la troisième, c'est la dent de sagesse, c'est 18. Donc 6, 12, 6 et 6, 12 et 6, 18. Vous voyez, vous allez de 6 en 6. Donc c'est assez simple comme ça de retenir. Ces molaires-là sont fondamentales pour l'acquisition d'une force de mastication supplémentaire, puisque ça fait, dès l'âge de 6-7 ans, vous avez une dent de plus par rapport aux dents de lait. Donc, entre 6 ans, 7 ans et 12 ans, vous allez avoir toute une succession avec un nombre de dents qui est variable en fonction de ce qui est arrivé à l'enfant, des chutes de dents, des éruptions des autres. Donc là, on ne compte plus. On va comparer, par contre, toujours par symétrie, droite-gauche. Normalement, une dent arrive en même temps, à peu de choses près, c'est-à-dire à 6 mois près, entre un côté et l'autre. Et vous avez l'arcade inférieure et l'arcade supérieure qui ont des développements dentaires qui sont sensiblement un petit peu différents. En général, le bas commence en premier et le haut suit à 6 mois. Par mémoire, Napoléon avait donc été né avec une dent de lait, une incisive décibale inférieure, ce qui est assez fréquent. Ça va de 0 à 18 mois, plus de 18 mois pour la première dent. Vous voyez, il y a des grandes variations. Bon. Non, je n'ai pas pris le... Bien. Pardon? C'est bon? Donc, là, c'est ce qu'on a dit, les 3 étages, on reprend. Alors, par exemple, une asymétrie faciale, vous allez analyser, je vous donne juste des éléments vraiment très faciles. Eh bien, si c'est en plus ou en moins. Voilà un exemple en plus, c'est un enfant qui a une asymétrie de la face. C'est évident le côté qui est pathologique. C'est le côté droit, évidemment. Il a une hypertrophie de l'hémiface qui a continué à grandir plus vite que l'autre pendant toute sa vie, toute sa croissance. Donc, je ne vous dis pas le handicap. Voilà une asymétrie dans l'autre sens. Donc là, c'est le côté gauche qui est trop petit par rapport au côté droit. Donc, il s'agit d'éléments malformatifs dans tous les cas, de gravité variable. Et là, c'est une enfant qui n'a pas d'oreille, une mâchoire, dont vous voyez ici une radiographie panoramique, qui n'est peut-être pas normale à droite, mais qui est absente, il n'y a pas de branche montante à gauche. Donc voilà, ce sont ce qu'on appelle des syndromes déficitaires, donc vous voyez, en plus ou en moins. Ne retenez pas ça, c'est pour essayer de vous faire un petit peu l'œil. Bon, pour ce qui est de la motricité faciale liée, bien sûr, à la 7e paire crânienne, je ne détaille pas puisque vous avez un cours particulier là-dessus. Simplement, j'ai une diapo que je passe parce que je la trouve intéressante. C'est un enfant qui n'a pas une paralysie faciale, mais qui a une anomalie de la motricité faciale d'origine musculaire. Comme vous le savez, c'est associé souvent à des zones d'atrophie quand vous avez quelque chose de musculaire. Donc, c'est comme dans certaines myopathies particulières, mais lui, c'est non classé, donc je ne vais pas... Voilà, donc c'est pour dire que la motricité faciale, ce n'est pas seulement le nerf facial, il y a aussi les muscles qui jouent. Ensuite, juste un petit rappel sur le trijumeau, qui est le nerf qui est à la fois fondamental pour la sensibilité de la face et de la bouche. Vous avez donc sur cette petite diapo les territoires en bleu du 5-2 et du 5-3, avec la langue dont la sensibilité donc superficielle est liée à la même relève de la même innervation. Mais il a une particularité, c'est d'avoir une branche motrice sur laquelle je vais revenir à différents moments du cours et qui correspondent à ce qu'on appelle les muscles masticateurs, masséters, temporal et ptérygoïdiens. Ils sont des muscles extrêmement puissants qui vont fonctionner de façon couplée droite-gauche, là encore, puisque nous avons 2 loges qui sont symétriques, globalement, grossièrement symétriques, et qui vont vous permettre de vous donner une efficience de mastication indispensable.
à une vie normale. La sensibilité de la face, bon, je ne détaillerai pas beaucoup, mais c'est exactement une diapo qui a été prise sur un patient qui avait une hypoesthésie, et on va tester. Et quand il s'agit de quelque chose qui va évoluer favorablement, là, il s'agissait de quelqu'un qui avait été opéré, et donc un collègue, puisque je m'occupe d'enfants à Saint-Vincent-de-Paul, et donc j'en ai profité avec son autorisation pour faire quelques diapos pour montrer comment on étudie et comment on va suivre l'évolution, dans son cas favorable, de la sensibilité, mais qui a pris 6 mois après l'extraction d'une dent de sagesse, puisque le nerf peut être lésé dans la mandibule. Donc, hypoesthésie ou anesthésie dès le départ, et dysesthésie quand on a des sensations douloureuses, des fourmillements dans le même territoire. Alors, l'inspection de la bouche, après avoir étudié bouche fermée, eh bien, on va écarter les lèvres, et là, vous allez vous trouver devant ce qu'on appelle le vestibule. Alors, le vestibule, c'est cette région où la lèvre dans sa face profonde vient s'insérer sur le maxillaire, et donc, en quelque sorte, vous avez le fond du vestibule qui correspond à ce repli muqueux, cette muqueuse buccale qui va de la lèvre vers les procès alvéolaires. Vous avez la même chose en bas, vous le verrez un peu plus tard. On écarte les lèvres, bien sûr, on regarde la face muqueuse. En même temps, sur la diapo du bas, pour le bas, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile parce que l'enfant va tout de suite contracter et donc il faut vraiment détendre quelqu'un pour pouvoir, les adultes aussi, il y en a qui sont morts de trouille quand vous regardez dans leur bouche, donc ils contractent, et donc il faut détendre pour pouvoir aller jusqu'au fond des vestibules, et en même temps, vous avez d'ailleurs derrière, tout de suite, vous voyez la langue. Alors, qu'est-ce que vous allez regarder de plus lèvres non serrées, eh bien vous allez regarder les arcades dentaires que vous pouvez tout de suite observer, et vous voyez, vous allez tout de suite vous intéresser à ce qu'on appelle le point interincisif, c'est-à-dire qu'entre les deux incisives centrales, vous voyez si l'axe de symétrie en question, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est bien aligné. Donc incisif du haut, incisif du bas. Normalement, les deux points interincisifs sont alignés. L'arcade supérieure, comme vous le voyez là, recouvre complètement l'arcade inférieure, c'est-à-dire que l'ensemble des dents de l'arcade supérieure sont situées plus externes que celles de l'arcade inférieure. Et puis au repos, vous avez la lèvre supérieure qui arrive normalement à peu près au tiers inférieur des incisives, dans l'esthétique idéale type Léonard de Vinci, mais bon, après, il y a des grandes variabilités, ça dépend bien sûr du tonus de la personne qui cache ses dents, au contraire, différents traits de caractère qui ont été poussés à l'extrême par ceux qui font des croquis sur la face. Vous avez peut-être vu ça dans des expositions, le coléreux, l'avare, etc. Alors ensuite, on va étudier un peu de cinétique mandibulaire. Et donc, on va faire propulser, c'est la vue d'en bas, à partir donc de l'occlusion centrée, qui est l'occlusion quand vous fermez. Vous avalez votre salive, vous fermez, vous avez les dents dans une certaine position. La mandibule étant un os qui est mobile par le sol de la face, vous allez faire propulser. La propulsion, normalement, se fait droite, c'est-à-dire que vous retrouvez les points interincisifs qui sont alignés en haut et en bas. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle les mouvements de latéralité, qui vous permettent justement de mastiquer, mais là, on va les étudier plus tranquillement, c'est-à-dire avec juste un petit mouvement à droite ou à gauche. Ça s'appelle la diduction, ce qui est écrit là sur la diapo. Donc, quand vous avez une asymétrie, c'est-à-dire que la personne ne peut pas aller d'un côté, ou alors qu'elle bute ou qu'elle va faire moins, eh bien, vous avez un signe, c'est un signe qui a une anomalie dans la symétrie de cette motricité, et en particulier au niveau des deux loges masticatrices. Loges masticatrices dans leur ensemble, mandibule comprise. Donc il y a une asymétrie de fonctionnement. Donc ça, vous le notez, et vous allez après essayer d'expliquer. Là, c'est symétrique, hein, à peu près. Je peux y aller ? De toute façon, vous allez la voir sur le site. Hein.
Vous avez le temps, vous n'avez pas tout copié, hein, c'est mes diapos quand même. Après les mouvements de déduction, on va faire ouvrir la bouche. Et là, c'est toujours pareil. Vous allez vérifier que l'ouverture buccale se fait avec un chemin d'ouverture. Donc, quand on ouvre, il y a un chemin d'ouverture. Quand on ferme, il y a un chemin de fermeture. Le chemin d'ouverture comme le chemin de fermeture sont droits. Vous pouvez volontairement ouvrir de travers, hein, mais la personne spontanément, vous la faites ouvrir et fermer, et vous devez avoir un chemin d'ouverture et de fermeture droit, facile, aisé, simple, qui ne fait pas des grands détours. Or, vous avez des personnes qui ne peuvent pas ouvrir droit. Donc, à ce sujet, l'ouverture buccale, elle est variable là aussi. Quand chez l'enfant, il ouvre forcément, puisqu'il est plus petit, moins grand que vous. Entre adultes, femmes et hommes, petite différence, tout est marqué. Et ce qui est important, c'est de savoir que tout d'un coup, quelqu'un a une ouverture buccale qui est petite. Est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui vient juste d'arriver parce que quelque chose se passe? Et surtout, si la personne n'a pas de symétrie, que se passe-t-il? C'est toujours donc, on est dans la même problématique que tout à l'heure avec la déduction, mais l'ouverture buccale, quand elle se fait de façon asymétrique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus signifiant encore. Et en particulier, c'est la symétrie là osseuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut arriver à faire des mouvements de déduction symétriques n'a pas de paralysie, ça c'est certain. Par contre, si en ouvrant la bouche, il ouvre de travers, eh bien vous êtes sûr qu'il y a une grosse asymétrie et qui en particulier peut être une asymétrie osseuse. C'est-à-dire, par exemple, une asymétrie comme la petite fille que vous avez vue tout à l'heure, qui avait une branche montante d'un côté qui est inexistante, eh bien elle va forcément ouvrir. Et à ce moment-là, elle ouvrira du côté où c'est plus petit. Toujours. Quand on est bouche ouverte, pendant qu'on y est, en dehors des points interincisifs, de l'amplitude de l'ouverture buccale, on va aussi vérifier si la personne peut mettre la langue au palais. Je rappelle que normalement, pour le confort maximum de la vie normale, vous devez pouvoir mettre votre langue au palais, bouche grande ouverte. À un chouïa près. Sauf pour ceux qui ouvrent vraiment très très grand. Il y a des hommes qui ouvrent très grand, donc ils peuvent avoir un peu de mal à mettre la langue au palais, mais en moyenne, ils y arrivent. Sinon, la langue est retenue vers le bas, quand même, et ceci se voit dans des anomalies congénitales de la langue qui sont bénignes, mais qui peuvent être gênantes. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui partent comme ça en permanence, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur langue au palais. La langue est fixée derrière les dents, et donc vous savez que c'est comme ça. Voilà. Mais le plus important pour ce cours aujourd'hui n'est pas sur l'articulation phonétique, qui est quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sémiologie stomatologique que je souhaite vous enseigner, mais sur la qualité d'ouverture buccale. Donc parfois l'ouverture buccale, elle est limitée. Et donc je souhaitais vous faire aborder ici une notion que vous reverrez pour l'enseignement de pathologie, sur lequel j'insiste parce que ça prendra un autre éclairage à ce moment-là, qui est la différence entre ce qu'on appelle des constrictions permanentes des mâchoires et les trismus. Donc deux pathologies très différentes, et pour ça il faut comprendre quelle est la différence dans l'ouverture buccale. Alors il s'agit de personnes dont l'ouverture buccale est limitée. Donc la constriction permanente de mâchoire, c'est un phénomène qui est en général osseux. C'est pour ça que vous avez à droite dans ce cas, vous avez une articulation temporomandibulaire. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une articulation temporomandibulaire. Vous savez? Donc entre le condyle mandibulaire, qui est une des deux apophyses, c'est l'apophyse articulaire de la branche montante, et la base du crâne. Vous avez cette articulation temporomandibulaire qui permet la mobilité de la mandibule. Dans certains cas, vous avez comme là un bloc osseux qui est tout à fait bien visible sur un scanner au niveau de cette articulation. L'articulation ne bouge plus, elle est ankylosée. Ça s'appelle une ankylose temporomandibulaire. Il est bien certain, quand vous avez de l'os, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Donc ça, c'est une cause osseuse, ça ne peut se lever qu'avec de la chirurgie, et c'est une pathologie d'origine infectieuse ou traumatique, mais de toute façon,
c'est un phénomène tout à fait, je veux dire, qui ne peut pas s'arranger tout seul. Et puis vous avez une deuxième, donc c'est permanent, et plus ça s'est fait tôt, plus le développement de la mâchoire va être anormal. Donc la personne n'ouvre pas du tout la bouche, là, hein, ou alors elle ouvre 1 millimètre ou 2. Alors que la plus grande fréquence des limitations d'ouverture buccale correspond au trismus. Donc le trismus est une limitation de l'ouverture buccale qui va être d'origine réflexe. Et elle est liée à une contracture réflexe des muscles masticateurs. Donc ce sont les élévateurs de la mandibule. Et parce qu'ils sont contracturés, c'est à la fois douloureux et coincé. Hein. Donc l'ouverture buccale est vraiment limitée. Ça peut être de gravité variable selon la cause du trismus. Par exemple, vous avez une dent de sagesse qui est en train de sortir, ça vous fait mal, vous allez avoir un trismus. Si c'est une dent de sagesse qui sort simplement un peu difficilement, mais sans complications infectieuses, ça sera très léger. Vous pourrez peut-être sentir une petite douleur pour manger un hamburger. Vous allez choisir autre chose parce que vous dites, zut, là, ma dent de sagesse me fait mal, mais ça ne va pas bien loin. Alors que si vous avez une complication infectieuse, ce trismus peut être extrêmement serré, d'autant plus serré que la processus pathologique à l'origine de ce trismus est grave. Alors qu'est-ce que c'est que ces trismus et cette limitation d'origine réflexe? Eh bien parce que vous avez justement un arc réflexe que vous voyez bien également sur cette diapo, qui va, en l'occurrence, de muscle à muscle, mais qui va de différents récepteurs. Et vous avez des récepteurs qui sont dentaires, par exemple, et qui vont à partir de la boucle de rétrocontrôle au noyau masticateur du 5 qui va se mettre à être activé. Et à cause de ça, vous avez la contracture musculaire. Voilà ce que c'est que le trismus. Donc vous avez énormément de causes à ces trismus qui sont ORL parfois, mais aussi stomatologiques, et qui expliquent ces limitations d'ouverture buccale douloureuses. Est-ce que vous connaissez l'archétype du trismus en France qui a permis de comprendre? Voilà, trismus du tétanos, c'est le plus grave à diagnostiquer. J'en ai diagnostiqué un il y a très longtemps quand j'étais interne, mais on en trouve encore, d'autant plus que vous avez des personnes qui, bien sûr en France, sont vaccinées, mais vous avez beaucoup d'étrangers qui arrivent et qui ne le sont pas. Donc, plus les petits grands-pères et grands-mères qui font du jardinage. Donc, la plupart des causes des trismus, et une cause dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui plus particulièrement, sont liées aux dents. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les contacts des dents qui sont ces fameux contacts triturants sur des molaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les dents sont des organes au bout duquel, enfin au niveau, qui sont situés dans l'os, qui s'appelle l'os alvéolaire. Et entre la dent et l'os, à ce niveau-là, vous avez des récepteurs à la pression, entre autres. Et ces récepteurs vont informer en permanence, quand vous mastiquez, quand vous mangez, quand on parle, en permanence, il y a une boucle de rétrocontrôle qui se fait avec les fibres musculaires de façon à avoir un contrôle des deux loges masticatrices qui soit complètement optimal, avec des mouvements qui sont complexes, puisque les mouvements pour mastiquer sont des mouvements hélicoïdaux. Ils sont représentés là, enfin globalement. Vous voyez, avec la déduction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un jeu musculaire complexe entre masséter, temporal et ptérygoïdien. Il faut que tout ça marche bien, sinon vous mordriez en permanence. Et donc, les récepteurs parodontaux des dents sont souvent à l'origine de phénomènes de trismus dont je vous reparlerai tout à l'heure. La toxine botulique fait l'inverse, puisque la toxine botulique va paralyser, c'est-à-dire elle agit comme la toxine du bacille du tétanos, elle agit au niveau de la jonction entre le nerf et le muscle. Et de toute façon, l'anomalie du trismus se fait quelle que soit la cause sur la boucle de rétrocontrôle, et il n'y a pas de zone préférentielle. Alors, pour aller un peu plus loin dans la maintenant bouche ouverte, quelques éléments d'anatomie que je vous ai mis là.
Donc, on distingue dans la langue la portion mobile en avant du V lingual qui n'est pas représenté et qui correspond aux papilles caliciformes, et la base de langue qui est en arrière et qui correspond, la base de langue, à la partie de langue qui est vraiment fondamentale dans la déglutition. Le palais et le voile, c'est le numéro 10, enfin 10 si on veut pour le palais, avec ici l'aspect qui s'appelle les rugosés en latin palaté, un peu comme tout à l'heure en anglais, là, pour les vertébras. Alors là, c'est rugosé palaté au pluriel d'emblée, puisque c'est la partie qui est rugueuse du palais que vous sentez quand vous mettez votre doigt derrière vos incisives. Vous sentez que c'est un peu rugueux, c'est l'élément du palais. Et puis le voile qui correspond au muscle, c'est le numéro 8, si je tentais que ça soit ce chiffre-là, qui correspond à ce muscle qui va bouger lors de la déglutition, lors de l'articulation phonétique, et qui est fondamental aussi pour la respiration, une bonne respiration nasale. Ici, le 12, c'est la commissure intermaxillaire. 13, c'est de la commissure plutôt labiale, puisque là, vous avez les lèvres qui sont écartées. Les vestibules dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la lèvre, c'est le 1, et le 2, c'est le vestibule supérieur. Donc, ce qui est autour des dents, l'os qui porte les dents, ça s'appelle les procès alvéolaires. J'aurai bien une autre coupe à un moment pour vous montrer ça. Donc, pour faire un examen, il suffit d'avoir certes un abaisse-langue, mais chez l'enfant et chez l'adulte, on est beaucoup mieux avec un miroir. Donc là, vous avez l'examen au miroir qui permet de regarder, d'une part, la face interne de joue, avec la commissure intermaxillaire qui serait dans cette région-ci, un petit peu en arrière, et puis la commissure labiale, elle est au niveau de l'écarteur, et puis vous écartez la langue pour pouvoir voir le plancher buccal. Je vais vous montrer une vue. Donc, langue au milieu, joue, palais, plancher en bas, et en arrière, le voile. Donc, pour changer un petit peu, nous sommes extrêmement visuels. Donc, on fait beaucoup de diagnostics sur la clinique. On a besoin d'examens complémentaires, mais quand même... Alors, je vous ai mis quelques exemples qui ne sont pas forcément à retenir, mais juste pour que vous regardiez, que vous sachiez regarder le jour où vous verrez un enfant avec quelque chose d'anormal, ou un adulte d'ailleurs. Donc, vous avez quelque chose qui arrive comme ça, vous ne savez pas. Alors, si vous ne mettez pas le doigt ou un miroir pour voir d'où ça vient, vous ne savez pas si c'est lié à la lèvre, à la langue, ou si ça vient de l'os qui porte les dents. Hein. Donc ça, voilà, vous voyez très bien ici une petite tumeur qui est près de la gencive et qui est de la même couleur que la bouche, c'est-à-dire rose, humide. Donc ça, c'est une petite tumeur dont vous vous dites c'est un morceau d'ectoderme, car je rappelle que la bouche jusqu'au voile, c'est de l'ectoderme sur le plan embryologique. Donc c'est la même nature que la peau, sauf qu'elle n'est pas kératinisée. C'est un ectoderme non kératinisé. Donc ça, c'est gingival. C'est pour ça, c'est gingival. Voilà. Et c'est de la muqueuse en trop. Retenez ça. Il y a bien sûr quelque chose dedans, mais vous en fichez. Là, par contre, vous voyez, c'est translucide, un peu bleuté. Je reconnais qu'avec les photos, on a souvent des couleurs qui sont un peu difficiles à voir. Ça veut dire que ça contient du liquide dedans. C'est sous pression, ça contient du liquide. C'est un kyste salivaire, très fréquent. Ici, vous avez quelque chose près des gencives. Donc, voilà les procès alvéolaires qui sont recouverts de gencives. Les gencives qui sont toutes rouges. C'est rouge comme des vaisseaux. C'est un angiome. En l'occurrence, un angiome plan d'un enfant qui a une pathologie congénitale, méningée et de l'ectoderme buccal. Et vous voyez que sa lèvre est rouge aussi. Donc, il a un angiome plan partout, sur la face et sur la muqueuse de la bouche. Vous voyez bien que c'est rouge. Et là, sur la langue, vous voyez ici, c'est des petits aspects normaux de la langue en gros plan. Et là, vous aviez quelque chose où il y a aussi un peu de blanc, un peu de rouge. Alors, on décrit comme ça, c'est blanc, c'est kératinisé, c'est rouge, c'est des vaisseaux, c'est bleu translucide, c'est du liquide et c'est de la salive. Voilà, c'est très simple, il suffit de bien regarder et de décrire, et après, on peut savoir ce que c'est. Je ne vous poserai pas de questions là-dessus, c'est juste pour vous. Alors, langue et plancher buccal. Alors, vous avez le schéma qui vous montre les différents éléments anatomiques sur la langue et la langue d'un jeune enfant en dessous. Ce que vous voyez bien, c'est ce qui est bleu. Ce qui est bleu, ce sont les veines ranines, R-A-N-I-N-E-S, qui sont les veines de la langue. Rana, la grenouille en latin.
Donc, vous avez le plancher buccal et les deux ostiomes, ce qu'on appelle les caroncules, qui sont le lieu d'abouchement des canaux de Wharton, des glandes sous-mandibulaires, et des canaux de Rivinius. Alors, je vais vous mettre les noms. Wharton, et puis Rivinius pour les glandes sublinguales. Donc, vous allez voir, bien sûr, si on presse là, les glandes ici, on peut voir un jet de salive, mais vous le voyez aussi quand vous êtes devant l'étalage d'une charcuterie ou d'une pâtisserie selon vos goûts, en ayant bien faim, et vous avez parfois de la salive qui sort de la bouche. Ça montre que ça fonctionne bien. Alors voilà une vue du plancher, dont le niveau du plancher est toujours en dessous du niveau des arcades dentaires. C'est pour ça qu'on ne se mord pas, parce que le plancher, ça fait une concavité légèrement creuse, où parfois un peu de salive s'accumule, et donc toute anomalie de cette région va correspondre à un plancher que vous voyez, mais qui est au niveau des dents, là chez un enfant en denture de lactéale. Donc au lieu d'être en creux, ça c'est pas normal. Normalement, un plancher buccal, vous voyez, il y a des reliefs et c'est en creux. Et vous avez la zone du frein de langue, ce que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, ici, qui est cette zone qui est pathologique quand on parle comme ça. Voilà. Donc il y a quelque chose qui empêche la langue de monter. Donc là, vous avez un enfant, un bébé, qui a un kyste, en l'occurrence probablement un kyste salivaire du plancher buccal, ou un lymphangiome, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Et la langue, donc, elle est surélevée au départ, mais c'est surtout le plancher qui est surélevé. La motricité linguale, on la regarde en même temps, toujours le même enfant que tout à l'heure qui n'avait pas de gros soucis. Donc, latéralité, élévation, cinétique avec bien sûr tous les bruitages qu'on veut, et ça correspond motricité aussi vers l'avant. Et c'est en premier lieu la 12e paire crânienne, c'est-à-dire le nerf grand hypoglosse. Alors, dans la sensibilité, on a bien sûr, je vous ai mis tout, mais ça, je pense que vous avez eu un cours ce matin ou hier sur ce sujet. Et donc, j'insisterai peut-être sur la proprioceptivité, qui est la possibilité que vous avez avec un objet dans la bouche de savoir qu'est-ce que c'est. C'est utile si on a une arête de poisson, vous la déterminez immédiatement parce que l'organe lingual est quelque chose qui a, et la cavité buccale dans son ensemble sont de sensibilité absolument identique à la pulpe d'un doigt. Donc, c'est important dans la vie. Donc, tous les enfants qui ont des troubles importants ou des adultes de la sensibilité et de la proprioceptivité sont handicapés. Alors, je reviens sur les deux dentitions de denture. On avait donc pris les numéros et c'est suffisamment prenant pour que je fasse ça seulement dans un premier temps. Et donc, à partir de là, quand vous recommencez à regarder les arcades dentaires, vous allez compter les dents. Et vous allez regarder si les dents sont en nombre normal ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, je vous ai mis des petites iconographies. Vous avez en haut un crâne qui, de mémoire, doit être celui de la collection de M. Augier, anatomiste éminent que personne ne connaît peut-être plus de la faculté de médecine de Paris, qui est un homme qui a passé sa vie à essayer de comprendre la morphogénèse du crâne et de la face. C'est pour ça que nous, on le connaît forcément. C'est impossible autrement. Et qui a fait des préparations anatomiques de ce type qui demandaient évidemment un temps fou, qui permet là de vous montrer que les dents de lait sont remplacées par les dents définitives qui sont au-dessus d'elles. Donc, quand on compte les dents en bouche, on doit tenir compte du nombre de dents qu'on voit, mais aussi, bien sûr, de se dire que se passe-t-il au-dessus. Donc, vous avez parfois des dents en trop, comme vous avez là, ça s'appelle une dent surnuméraire. Puis, vous avez des dents en moins qui sont des agénésies. On ne peut conclure sur une agénésie que si on a fait une radiographie pour vérifier que la dent en question n'est pas restée incluse.
bien sûr, ça va de soi. Donc, au lieu d'avoir le crâne comme ça, on va faire une radio. Donc, je vous mets un tout petit peu de sémiologie radiologique, qui, je reconnais, est quand même quelque chose à faire de spécialiste, mais il est de mon devoir de vous en montrer quelques-unes, quelques radios. Je ne sais pas si je peux me servir de cette flèche. Moi, je suis Macintosh et elle est nulle, je vais essayer quand même. Alors, vous avez là-dessus, sur celle-ci qu'on voit mieux, la branche montante de la mandibule, avec ici le condyle et l'articulation temporomandibulaire, ici l'échancrure sigmoïde, le coronet. Voilà, là c'est l'angle de la mâchoire, ici la branche horizontale, il y en a une de chaque côté, et la région mentonnière médiane qui porte les incisives. Globalement, c'est à peu près ça. Alors là, vous êtes en denture, ce qu'on appelle, quand vous avez des dents définitives et des dents de lait, on appelle ça denture mixte, c'est-à-dire un peu de chaque. Et donc, c'est vrai à partir de 8-9 ans, un enfant, 10 ans, a un petit peu les deux, et à 12, ça se termine. Globalement, hein, on n'est pas... Alors, ici, vous avez l'aspect normal des germes dentaires, qu'on voit bien aussi là-dessus, d'ailleurs, ici, c'est à peu près le même âge. Et donc, les germes se caractérisent par le fait que leur racine, vous voyez la couronne, et encore, ça dépend de l'âge, et ensuite, la racine va se faire petit à petit. Et la dent ne sort que quand il y a un minimum de racines édifiées. Sinon, toutes les dents qui sortiraient bougeraient. Ce qui est le cas des dents qui arrivent à la naissance, comme Napoléon. Alors donc, si vous avez une dent en trop ou une en moins, vous allez compter les dents dans la bouche et vous allez comparer, et puis celles qui sont sur la radio, et s'il y en a une qui manque, vous allez chercher si elle est restée. Alors ça, c'est une radio de débrouillage. Ce n'était pas particulièrement fait pour ça, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, vous avez ici, puisque j'en suis là, vous avez ici la première molaire. Donc cet enfant, il a des incisives définitives, donc il a à peu près 8 ans. Et là, vous avez la future deuxième molaire dite dent de 12 ans, qui est donc ici, quel numéro, puisque nous sommes à gauche en bas, 37. Et là, vous avez la future dent de sagesse qui est déjà visible par l'alvéole, le sac de la dent, qui s'appelle un sac qui est autour de la couronne, donc péricoronaire. Donc voilà. Et vous avez la même chose en haut. Et donc vous avez ici les prémolaires et canines définitives en germe qui remplaceront les molaires et canines de lait. Voilà. Ici, vous voyez mieux les molaires de lait qui sont des belles dents avec des belles et qu'on peut garder toute sa vie si jamais il manque une dent définitive. Donc, quand une dent remplace l'autre, ce que nous voyons ici, eh bien, vous avez la dent qui arrive, qui va entraîner la lise de la racine de la dent de lait. C'est comme ça que la dent de lait bouge, puis part, et que la dent définitive arrive. C'est un phénomène normal. Alors, arrivons-en maintenant à quelque chose on ne peut pas avoir une pathologie dans la bouche sans parler de douleur. Donc, je vais vous parler de douleur tout le temps, en quelque sorte. Normalement, vous ne devez pas avoir mal dans votre bouche, ni au niveau de vos dents. Donc, toute douleur doit vous interpeller, en dehors du fait de la douleur elle-même qui peut être intense. Donc, vous allez, une dent saine est indolente, une gencive saine ne saigne pas et est si indolente, quand vous brossez en particulier. Sauf si vous brossez avec une brosse dure, ce qui est strictement contre-indiqué. Donc, l'aspect des dents, on va les regarder, on va regarder leur couleur. Je vais vous mettre des diapos ensuite pour que vous voyez des anomalies. Et puis, on va mettre ce qu'on appelle une sonde dentaire, qui est le deuxième instrument que vous voyez. Il y a le miroir, et puis là, sur la dent, vous avez une sonde, qui est une petite sonde métallique qui permet de voir si la dent, elle est bien lisse, ou si on peut rentrer dans une perte de substance, qui est le plus souvent une carie. Donc, on cherche ce qu'on appelle un accrochage. Bon, et puis, ça va vous permettre parfois, comme sur la diapo d'en bas, de voir que la dent, elle est pas recouverte, on ne peut même pas l'examiner parce qu'il y a quelque chose qui est dessus. Donc, la plaque dentaire, c'est l'élément
indispensable pour que quelque chose se passe sur une dent. Si vous brossez parfaitement vos dents, vos gencives, correctement, régulièrement, et que vous ne laissez pas de plaque dentaire, vous êtes sûr d'avoir une denture saine, quasiment à 99% de chance quand vous serez à 50 ans. Si vous ne brossez pas, vous avez ce qu'on appelle ici de la plaque dentaire, qui est remplie de flore polymicrobienne, avec des bactéries qui vont de ce fait utiliser les sucres qui sont contenus dans l'alimentation, en priorité le lait chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte qui mange des laitages, forcément, ou tous les sucres de l'alimentation hyper sucrée et de l'alimentation moderne, le saccharose préférentiellement, et vont comme ça vont entraîner une lésion sur la dent, c'est le processus de carie. Mais vous avez aussi un deuxième processus qui est là déjà bien enclenché, qui est que la plaque dentaire va se tartrifier, c'est-à-dire venir quelque chose de très dur qui ne partira plus ensuite avec la brosse et vous êtes obligé de vous faire un détartrage. Et vous voyez au contact la différence de couleur entre une gencive normale avec une sertissure gingivale qui se fait au collet de la dent qui est très jolie, rose, muqueuse rose, et ici c'est tout rouge. Vous avez ce qu'on appelle une gingivite. C'est douloureux, ça saigne, voilà, c'est pas normal. Alors les pertes de substance, voilà un petit échantillon. La dent, elle est normale lors de son éruption. Alors par exemple, vous voyez ici une canine de lait qui a l'air globalement normale. Et puis petit à petit, elle va suivre l'évolution des autres jusqu'à se détruire complètement. Ça, ce sont les caries. Hein. C'est processus absolument. C'est le grand fléau mondial. Combien on est de milliards dans le monde en ce moment ? 6, eh bien, il y en a 5 qui ont des caries. Voilà, ça, c'est épouvantable. Donc, c'est un phénomène acquis. La dent pousse, elle est saine, c'est après. Donc, vous avez des mères qui vous amènent des enfants. Oui, mon enfant, je le suis très bien. Le brossage, il le fait tous les soirs. Et puis, regardez comment était la dent quand elle est sortie. Maintenant, comme elle était belle, mais maintenant, elle est noire. Alors, il a une dysplasie. Oui, madame, c'est une dysplasie acquise. Ça s'appelle une carie. Ça fait moins smart, mais c'est la réalité. Par contre, vous devez pouvoir faire la différence entre quelque chose d'acquis et quelque chose de constitutionnel. Donc voilà les anomalies de couleur ou de morphologie des dents qu'on voit qui sont constitutionnelles. En haut, vous avez une morphologie de dent qui est correcte, c'est la couleur de la dent. Alors ça, c'est une anomalie congénitale, donc la dent, elle sort comme ça, en l'occurrence de la dentine. Et quel est l'intérêt de connaître cette couleur ? C'est une couleur toujours translucide. C'est plus ou moins brun, plus ou moins gris selon chaque personne et chaque famille, puisque c'est génétique parfois. Mais l'intérêt, c'est si vous voyez un bébé, un enfant qui a une dent de cette couleur, et que cet enfant, il a déjà eu 3 fractures, et qu'on vous dit qu'il est battu par ses parents, alors là, vous dites non. C'est une anomalie constitutionnelle des dents, c'est associé aux anomalies constitutionnelles de l'os, parce que vous avez dans la dentine et dans l'os un collagène identique, une chaîne collagénique, donc vous avez des anomalies de structure des dents et des deux tissus, et c'est des enfants qui ont ce qu'on appelle des ostéogenèses imparfaites, maladie des os de verre, et qui ont des dents pathologiques. Alors ça, c'est vraiment important, parce que vous pouvez, et ça, maintenant que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas l'oublier. En bas, le deuxième diapo, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la dent, elle n'a pas du tout une allure normale, elle est rugueuse, elle est marron, parfois douloureuse. C'est une anomalie, là, beaucoup plus complexe de la couronne de la dent. Donc, c'est une dysmorphose coronaire en rapport avec une anomalie avant tout de l'émail, c'est-à-dire du tissu, l'émail étant le tissu qui couvre la dentine au niveau de la couronne. Bon, l'important, c'est de dire, la dent, elle sort comme ça, il y a quelque chose de congénital. Alors, la dent, c'est un organe assez extraordinaire comme marqueur du développement embryonnaire. Et là, vous avez des dents qui sont de quelle couleur ? Jaune. Vous voyez qu'il y a des bandes plus ou moins grandes. En l'occurrence, elle n'est pas tout à fait pareille sur les incisives du bas et celles du haut. Et sur les deux non plus, je reconnais. Mais vous voyez, vous avez un peu de blanc ici, alors que là, c'est complètement jaune, parfois un peu vert d'ailleurs. Alors ça, c'est un enfant qui a un ictère. Et donc, l'anomalie de couleur de la dent, quand elle est en bande comme ça, peut correspondre à une anomalie qui
dure plus ou moins longtemps. Donc si c'est toute la dent, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été très long. Si c'est juste une petite traie, c'est une anomalie moins longue. Donc là, en l'occurrence, c'est un enfant qui a une malformation des voies biliaires avec un ictère qui persiste depuis qu'il est petit, in utero même, puisque les incisives définitives ont leur morphogénèse qui se fait en période périnatale, anté- et périnatale. Donc, en fonction de la dent et de l'anomalie que vous constatez, vous pouvez quasiment dater. Je ne vais pas vous demander de dater, je vous dis simplement de vous en souvenir. Alors voilà, alors là, caricatural, une dent qui n'a pas la même couleur. Donc elles sont toutes normales, il n'y en a qu'une qui est pathologique. Alors c'est une dent là qui est grise comme pas possible, inesthétique comme pas possible. Parfois c'est quand même plus discret, c'est-à-dire c'est simplement, au lieu d'être exactement de la couleur, c'est un peu plus terne. Il faut se méfier parce que vous avez des dents qui vont être mortifiées mais qui sont recouvertes. Parce que vous avez des dentistes, entre-temps, qui sont passés pour recouvrir une dent qui était cariée, par exemple. Alors, les tissus avec lesquels on va cacher une anomalie sur une dent, quand on la traite, sont des produits qui ont la couleur de la dent. Donc, vous pouvez être abusé parce que la dent a l'air saine. Mais là, quand vous voyez une dent comme ça, vous êtes sûr que c'est une dent mortifiée. Comment peut-on prouver qu'une dent est morte ou dite mortifiée? Eh bien, on fait un test de vitalité, quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même parce que c'est un matériel un peu particulier, mais que vous pouvez faire avec une glace. Vous mettez la glace sur les dents, en général, vous n'aimez pas parce que vous avez des dents saines. Mais quand on a une dent mortifiée, on ne sent pas le glaçon de la glace. Donc, on fait au test au froid. Vous voyez, on prend sur une précelle, petite précelle, on prend un coton étudié pour. Avec la bombe, on met du froid et on va tester et on va étudier comment la personne sent sur toutes les dents, où on compare une dent avec une autre. Quand il y en a une qui paraît pathologique. Et effectivement, la sensibilité peut être totalement abolie. Elle peut être diminuée d'intensité, ne plus être douloureuse, par exemple. Et on peut donc noter si la sensation est aussi rapide que sur la dent saine ou si, au contraire, c'est beaucoup plus lent. Et à ce moment-là, on a la zone de latence. On sait que si elle sent, cette dent-là va sentir, je ne sais pas, la 11, dans l'occurrence, va sentir 10 secondes après les autres, ou alors la personne est incertaine, c'est pas toujours facile. Donc c'est très pertinent, ça permet quand même de chiffrer, d'avoir une petite idée. Et si on a un doute, c'est-à-dire là-dedans, la personne vous dit que je ne sens rien du tout, à ce moment-là, vous avez quelque chose de plus, c'est de faire un petit test électrique. Donc vous avez des testeurs électriques qui sont à faible intensité, avec une molette que vous voyez ici, qui vous permet de commencer à 1 et puis de continuer. Mais quand la personne ne sent rien, si vous mettez 7, à condition qu'il y ait une pile dans l'appareil, vous êtes sûr, c'est qu'il y a bien une dent, c'est une dent mortifiée. Alors ça, c'est important parce que vous pouvez avoir une radiographie qui ne soit absolument pas démonstrative, on s'en fiche. Il peut y avoir des anomalies à l'apex de la dent, je vous en reparlerai sur un schéma, mais en moyenne, le fait qu'elle soit, d'une part, que sa couleur vous est alertée, deuxièmement, que la sensation de froid où les tests électriques soient négatifs, c'est absolument formel quant à la mortification. Autre chose dont je vais vous donner que des éléments qui correspondent à toute une thérapeutique d'orthopédie dentofaciale que vous avez peut-être eue quand vous étiez enfant et qui correspondent à des anomalies de croissance des maxillaires. Alors, je vous ai mis sur le tableau quelque chose de profil parce que je veux dire, c'est tellement complexe que je n'ai pas l'intention non plus de vous poser de questions là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est les bases osseuses et qu'est-ce que c'est les procès alvéolaires? Je vous avais dit que je vous montrerais ce que c'est que les procès alvéolaires. Alors, vous voyez ici, sur des incisives, l'orientation de la dent par rapport au maxillaire supérieur ou par rapport à la mandibule. Donc, tout ce qui concerne des anomalies comme celle-ci, par exemple, ce n'est pas la dent seulement qui est mal orientée, c'est l'ensemble de la mandibule qui est trop en avant. Donc ça correspond à une base osseuse, la base osseuse mandibulaire ou maxillaire, ou les deux qui sont anormales. Par contre, quand il s'agit d'un enfant qui, par exemple, suce son pouce,
comme c'est souvent l'occasion, même dans un cas aussi important que là, mais là aussi, la dent, elle est trop en avant, ou alors il y en a une autre trop en arrière. Ça, c'est l'os qui porte les dents, c'est l'anomalie du procès alvéolaire. Alors, les dysmorphoses les plus graves, c'est celle des bases osseuses. Le reste, c'est facile à réduire par l'orthodontie banale. L'important n'est pas là, c'est de faire se dire, il y a une anomalie, est-ce que c'est tout l'os, donc la face, ou est-ce que c'est seulement l'os qui porte les dents? Voilà un exemple de ce qu'on appelle une classe 2 squelettique, dont tout ce qui concerne les bases osseuses, les anomalies les plus graves, ça s'appelle squelettique. C'est le squelette qui est anormal. Et là, vous avez une radio de profil d'un enfant dont l'arcade dentaire est très pathologique, puisque les arcades dentaires sont pathologiques, et c'est les deux, puisque en haut, vous avez les dents, toute l'arcade qui est en avant par rapport à celle du bas. Alors, ça peut être le haut qui est trop en avant, le bas qui est trop en arrière. Ça, c'est une étude plus complète, peu importe. Mais voyez, ça ressort qu'entre les deux arcades, vous avez parfois jusqu'à 2 cm. Donc là, il y a quelque chose d'anormal, de très grave, entre guillemets. Rien n'est très grave, on arrive toujours à les traiter, mais ça correspond à ce qu'on appelle classe 2. 2, ça veut dire qu'il y a la mâchoire du bas qui est en arrière par rapport au haut. C'est classe 2, squelettique. La classe 3, c'est l'inverse. Je vous ai mis ici une radio d'un enfant qui a d'ailleurs une ostéogenèse imparfaite. Et vous avez ici la mandibule qui est beaucoup plus en avant que le maxillaire qui est tout petit, complètement creux. Alors ça, c'est un enfant qui est en classe 3 squelettique. Classe 2, classe 3. Et la normale, c'est classe 1. Et puis, pendant que vous y êtes, là, vous allez regarder bouche ouverte. Et donc, vous allez... alors là, c'est compliqué parce que vous avez un enfant qui a 4 incisives. Donc, il est en denture mixte. Il a 4 incisives inférieures, 2 centrales qui sont à peu près déjà là, et les latérales qui arrivent. Recouvertes d'ailleurs de plaques, entre parenthèses, et de leucome, déjà. Donc, vous ne pouvez pas juger de sa position de ces dents-là quand elles viennent de sortir. Ça, c'est hors de question. On ne parle d'anomalie que quand les dents sont complètement, définitivement en place. Donc, la béance, ça correspond au fait que les dents ne se touchent pas, ici. Les plus fréquentes causes étant la succion de pouce ou de totote, mais pas seulement. Donc, voilà. En même temps, vous regardez transversalement et vous voyez que là, par contre, en arrière, dans son cas, le recouvrement se fait assez bien en arrière. Mais par contre, qu'au niveau de la canine, elle est complètement en dedans par rapport à la molaire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, la normalité d'une arcade, c'est l'arcade du haut qui est toujours plus externe par rapport à l'arcade inférieure. Là, vous n'avez pas ça. L'important, c'est de noter que ça s'appelle une béance quand vous avez une absence de contact entre les deux arcades. Alors après, on change un peu. Je vous mets à toute vitesse des diapos qui correspondent à la façon dont on examine la face dans un contexte plutôt de traumatologie. Donc, on va chercher, en palpant partout, s'il y a une irrégularité du contour osseux, un point douloureux, voire un enfoncement d'un os en cas de traumatologie, ou alors un point douloureux, ça c'est très important, en même temps que la mobilité qu'on sent. Donc, je vous montre des diapos juste pour montrer comment on palpe le cadre orbitaire, les cadres orbitaires, et comment, au niveau du maxillaire, on va chercher aussi des mobilités. Donc on empaume avec ses doigts l'ensemble du maxillaire supérieur et on voit si ça bouge. Et donc ça c'est important parce que la mobilité du maxillaire supérieur par rapport à l'os qui est au-dessus va pouvoir permettre de faire un diagnostic qui n'est tout à fait qui est une très pertinente et grande pertinence, qui est ce qu'on appelle une disjonction crânio-faciale. Disjonction, c'est-à-dire qu'il y a une solution de continuité entre l'ensemble d'une arcade, de l'arcade supérieure, et le reste de la face. Et selon le niveau, il y a différents types, on verra ça en pathologie. Là, j'ai juste pour vous expliquer que normalement, une arcade, c'est très, très, très solide et très stable. La mandibule, pareil, vous allez avec les doigts, vous pouvez comparer, surtout chez les enfants, comme vous avez vu quand il y a des asymétries, le niveau des deux angles qui normalement sont exactement au même niveau. Et puis vous palpez partout. Voilà, vous avez les horizontales. Vous cherchez une mobilité de la mandibule, c'est la même chose. Mettez vos doigts et vous voyez si ça bouge ou pas entre un doigt basilaire et un doigt endobuccal.
Bon, ça c'était juste pour... Alors maintenant, les algies faciales. Je ne vais pas vous faire un cours entier sur algies faciales parce qu'il faudrait au moins les 2 heures et que ça va être trop hard. Donc, par contre, je voulais insister sur l'intérêt de l'interrogatoire. Je crois que ça passionne les foules. Donc, importance de l'interrogatoire sur les localisations. Parce que là aussi, par l'interrogatoire, on peut quasiment tout savoir des algies faciales. Donc, le type d'algie, de douleur, c'est une brûlure, c'est une décharge électrique ou au contraire c'est pulsatile et ça va plutôt vous faire penser à vous évoquer quelque chose de vasculaire. Les irradiations, pas d'irradiation, spontanées ou pas, et nous ça va être le rythmé très souvent par les prises alimentaires, puisqu'on est dans une zone éminemment sensible et douloureuse éventuellement. Donc le contact par l'alimentation lors des repas, mais il va falloir préciser si c'est le repas en lui-même ou le contact alimentaire dans la bouche. Là, vous avez ici un schéma avec l'arborisation carotidienne, puisque vous savez que la face, c'est carotide externe, avec toutes les branches, en partie ici l'artère faciale, l'artère temporale superficielle, et ici, c'est l'artère la plus profonde, qui est une artère assez importante de fin de terminaison de la carotide externe, qui est la maxillaire interne. Bon. La localisation donc vasculaire sera sur une des branches des vaisseaux, mais voyez que là, vous avez les territoires que je vous ai remis du trijumeau, et vous voyez qu'il y a quand même des points communs, donc ce n'est pas toujours si évident que ça de faire la différence entre des différents types d'algies. Alors, on va prendre quelque chose de très simple, qui est l'algie dentaire sur dents vivantes. Ça, c'est important. Alors, c'est très simple. Vous avez une dent vivante, elle n'est pas du tout mortifiée comme celle de tout à l'heure, une dent, et vous avez un début de carie. Donc, ce sont des douleurs provoquées au froid, au chaud, au sucre ou à l'acide. Les douleurs sont localisées à la dent. Et quand vous faites le test de vitalité avec le froid, comme j'ai fait tout à l'heure, ça exacerbe la douleur, surtout si vous mettez le froid là où il y a une petite carie qui débute. Donc c'est pire que tout. Pourquoi ? Parce que la dent que vous voyez ici, donc voilà, vous avez schématiquement l'émail de la dent, la dentine et le nerf. Donc l'axe vasculo-nerveux de la dent sort par l'apex, ici, et va retrouver le paquet vasculo-nerveux pour la mandibule qui est dentaire. Ici, vous avez l'os alvéolaire et voilà la région des fameux récepteurs à la pression. Bon. Donc la dent est vivante, elle a une petite anomalie de l'émail, elle a mal parce que ici, la température, comme il y a moins de protection, ben, tout de suite, vous allez avoir l'information qui va arriver plus vite au nerf. Donc ça fait mal. Là, vous avez 1 degré de plus, vous avez une carie, vous voyez, une petite carie, mais elle touche déjà la dentine. Donc, au bout d'un moment, vous allez avoir la lésion qui va s'agrandir et qui va atteindre la proximité de la pulpe. Et là, vous allez avoir la fameuse rage de dents, qui est la douleur de pulpite. La pulpite, ça veut dire que le processus infectieux de la carie a entraîné une lésion de la pulpe qui est ici. Donc ça, c'est la rage de dents, c'est terrible. Donc les douleurs, elles sont plus du tout provoquées, elles sont spontanées. Elles peuvent être là aussi, tant que la dent est encore vivante, elle est en cours de mortification, donc au départ, elle est encore un peu vivante. Elle peut être d'ailleurs vivante d'un côté, si la carie, par exemple, est beaucoup plus importante ici. Elle peut être vivante de ce côté-ci et mortifiée par l'autre. Vous avez 2 canaux différents pour des molaires, donc ça complique la symptomatologie. Donc on va dire que quand la mortification n'est pas encore finie, mais est en cours, vous avez encore des tests qui commencent à diminuer de ce côté-là, mais qui, avec le froid, vous pouvez encore avoir un peu mal. Donc la dent est en début de mortification. Les douleurs sont spontanées et là, elles irradient, parce que vous voyez ici l'apex de la dent et là, vous avez le nerf. Donc la douleur, elle est tellement intense, c'est comme si vous avez
un nerf du doigt, là, vous avez la peau en moins, vous avez une plaie, et vous avez, alors là, c'est terrible. La dent, c'est pareil. Hein. Donc, vous avez ici le paquet vasculo-nerveux, donc ça va irradier. La douleur, elle est du nerf, et hop, elle irradie. Et puis, l'algie sur dents mortifiées, là, par contre, les tests sont négatifs. Donc, après la grande crise douloureuse, la rage de dents que vous avez eue, tout d'un coup, tout va mieux. Et puis, tout d'un coup, les douleurs vont être d'un autre type. Ce sont des douleurs de mastication. Parce que la sensation, c'est parfois que la dent est trop longue. Si je reviens en arrière, vous allez comprendre, la dent donc est dans son alvéole. Là, c'est une zone qui n'est pas extensible. Hein. Alors, s'il se passe quelque chose, la dent est mortifiée, s'il se passe quelque chose ici, eh bien, la dent, elle va un petit peu sortir spontanément, puisqu'une dent n'est pas ankylosée hein, dans l'os. Il y a un ligament entre l'os et la dent. Donc, la dent, elle ressort un peu et vous la trouvez trop longue. C'est le bon signe clinique d'une dent qui est siège d'un processus profond. Donc, ça fait mal aussi, hein, très mal. Alors, les algies, vous pouvez les avoir pour des anomalies muqueuses. Je vais vous en mettre quelques-unes. Une que vous connaissez peut-être personnellement ici, c'est un petit aft du vestibule, hein, phénomène lié à une allergie alimentaire, noix, noisettes, gruyère, ananas, tomates, etc. Nutella, donc. On peut être allergique au Nutella et c'est terrible. En tout cas, vous arrêtez d'en manger. Si vous avez des aftes énormes, je vous assure que, en dehors du moment du fait que c'est pas bon, mais enfin, ça c'est autre chose. Et là, par contre, ici, là, c'est un aft. Alors, vous débrouillez, vous mangez de l'autre côté. Ça fait mal, mais bon. Si cet aft, il est situé sur la commissure intermaxillaire que je vous ai montré, derrière les dents, tout à fait à l'arrière, ça fait mal. Et en plus, vous avez un petit trismus. Parce que le trismus est salvateur. C'est pour vous empêcher d'ouvrir trop et d'avoir... Comme ça, vous avez moins mal. Si, par contre, vous avez comme ici, vous voyez la petite vésicule qui est là, c'est une primo-infection herpétique. Alors ça, c'est toute la bouche qui est dans cet état. Alors là, vous avez impossibilité de manger. Donc, vous êtes parfois des gens qui sont perfusés. Donc, vous regardez bien quand quelqu'un vous dit « j'ai mal ». Alors voilà ici, par exemple, chez cet enfant, c'est rouge partout. Il y a un peu de sang, là, vous voyez, qui est resté sur la dent. Bon, ça s'appelle tout simplement une stomatite. Et c'est en général par l'éruption de certaines dents. C'est banal et en général, ça fait mal, mais ça ne reste pas trop longtemps. Et avec des petits soins locaux, on y arrive, on fait manger mou, tout va bien. Là, c'est l'aft, là, c'est la stomatite. Et là, vous regardez toujours, quand la personne a mal, c'est une dent qui sort. Donc, vous avez une petite zone inflammatoire et la dent qui est à moitié sortie. Voilà. Donc, il faut bien regarder. Et vous savez, en général, vous pouvez faire un diagnostic. Et puis, encore quelque chose de simple, c'est quand c'est blanc. C'est le muguet de l'enfant que vous voyez ici, qui est une candidose. Donc, vous avez sous la main, si je puis dire, il suffit d'en prendre, vous avez les filaments de Candida albicans. Importance de la palpation quand vous avez quelque chose d'anormal. Si c'est un aft, même si ça fait mal, vous regardez autour, vous palpez, vous mettez votre doigt, vous mettez ça tous les jours, mais il faut se servir de ses doigts, ça sert à ça, et c'est souple. Par contre, quand vous avez une tumeur, très important, là, ce que je vous dis, la tumeur, ça se palpe et c'est ferme. Donc, si vous avez quelque chose qui fait mal, il faut faire la différence selon que la muqueuse est bien souple partout ou au contraire, que c'est sur une base indurée. Quand on dit y a-t-il une base indurée, y a-t-il, sous-entendu, une tumeur palpable? Voilà, ça c'est vraiment important. Ce n'est pas le même diagnostic et ce n'est pas la même façon de faire, bien sûr. Alors, les douleurs musculaires, c'est extrêmement fréquent. Plus chez les femmes que chez les hommes, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes, n'est-ce pas? Et donc, les femmes s'écoutent plus et analysent mieux leurs douleurs que les hommes qui passent par-dessus, jusqu'à ce qu'ils aient très mal. Donc, les localisations douloureuses sur les muscles masticateurs sont extrêmement fréquentes à condition de les écouter. Il faut mieux les écouter tôt parce qu'on a tout de suite quelque chose qu'on peut faire pour soulager. Alors, il s'agit de douleurs musculaires, donc c'est des crampes. C'est des crampes, ça peut s'accompagner donc d'un trismus ou pas, et vous avez des muscles qui sont douloureux, donc les douleurs sont latérofaciales, temporales, massétaires, et pour les ptérygoïdiens, ce sont des douleurs qui sont endobuccales profondes,
qui sont centrés sur la branche montante de la mandibule. Fatigabilité pour la mastication, des crampes. Et c'est vraiment ces muscles-là, que vous voyez ici, ça c'est un masséter, ce sont les muscles, le temporal étant lui inséré ici, ce sont les muscles qui réagissent à une anomalie des rapports occlusaux, très souvent. Donc on a fait une obturation à quelqu'un, on a soigné une carie, on a mis une prothèse et tout d'un coup on a très mal d'un côté, ça vient d'une anomalie des rapports des dents. Donc c'est très facile à soigner, à condition de trouver le bon spécialiste. Quels sont les signes associés? Difficulté à l'ouverture buccale, c'est le trismus qui est douloureux. Déviation à l'ouverture ou à la fermeture, selon le côté où les contractures sont plus importantes. Craquement, quand au bout d'un moment, ça peut craquer au niveau des articulations, donc vous l'entendez dans les oreilles. Des ressauts, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir et fermer avec souplesse, vous avez un rabotage du condyle mandibulaire sur la base du crâne. Bruxisme, c'est-à-dire qu'on grince des dents la nuit, entre autres. Et interrogatoire, la notion de soins dentaires récents. Autre douleur, les douleurs salivaires. Il est extrêmement important de savoir que vous pouvez avoir des douleurs en rapport avec une rétention de salive dans les glandes salivaires. Donc là aussi, ces douleurs sont rythmées par les repas. Pourquoi? Parce que la glande va gonfler, parce que la salive ne va pas pouvoir sortir. Or, quand est-ce que la salive est sécrétée? Est-elle sécrétée la nuit? Non. Normalement, non. Si vous savez de la salive la nuit et que vous mouillez votre oreiller, vous avez une obstruction grave des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire que vous respirez bouche ouverte et vous pouvez avoir, c'est un bon signe d'hypercapnie, la sécrétion salivaire. Donc la nuit, vous avez un sauvetage des voies aériennes, pas de sécrétion salivaire. Par contre, dès que vous mangez, vous avez une sécrétion salivaire qui commence même déjà avant de manger, à l'idée qu'on va manger. Donc, à cause de ça, les douleurs de rétention dans les glandes salivaires, parce qu'il y a un calcul, par exemple, vont se faire préférentiellement lors des repas, mais d'une autre sorte que si c'est une douleur muqueuse. Et je termine, rassurez-vous, par les algies sinusiennes qui se superposent dans les mêmes zones, les zones de la face. Donc là, vous avez sinus maxillaires qui sont situés à proximité des régions molaires et prémolaires. Ici, sur cette coupe de scanner, j'en profite pour vous montrer la région nasale, avec ici les cornets inférieurs, là, et moyens. Ici, c'est la région de l'ethmoïde, qui est bien aérée, qui n'a pas. Et là, vous avez l'orbite, avec ici, vous voyez quelques-uns des muscles moteurs de l'œil. Le palais que vous voyez ici, l'arcade avec les procès alvéolaires des molaires, même chose en bas, et la langue qui remplit la bouche. Alors, les douleurs de sinusite maxillaire, alors vous avez aussi les sinus frontaux, vous avez dû faire ça en ORL, donc j'insiste pas. Eh bien, l'intérêt de ces douleurs, c'est qu'elles sont pulsatiles et elles sont augmentées quand vous mettez la tête en bas. Pourquoi? Parce que quand vous avez du pus dans un sinus, eh bien, le pus va bouger et va vous faire des douleurs. Ce sont des douleurs souvent qui vont intéresser l'ensemble des arcades molaires et prémolaires. Donc vous avez parfois des douleurs, même l'impression que c'est toutes vos dents qui vous font mal. C'est une douleur de sinusite maxillaire. Et puis bien sûr, vous avez un signe important qui est le pus quand vous vous mouchez. Parfois, ce sont des douleurs interorbitaires quand elles concernent l'ethmoïde et le sinus frontal, bien sûr frontal. Voilà, je crois que c'est la dernière. Les glandes salivaires. Alors là, attendez, il faut que je la remette. Je suis sur Macintosh.
voulez, on peut savoir. Madame, on doit savoir quoi au juste dans votre cours? Parce que vous avez donné énormément d'informations et... J'essaie de vous donner des informations. Je dis de temps en temps, ça c'est vraiment important. Donc je dirais que ça, il faut vraiment le retenir. Mais je fais le cours, il y a très peu, c'est assez rare que j'ai à poser la question, parce qu'on est très nombreux. Donc je pose une question peut-être tous les 2-3 ans. Donc c'est passé en septembre. Par exemple, septembre, ils ont eu sur quel signe, quelque chose approximatif, sur quel signe faites-vous le diagnostic de mortification dentaire. D'accord, donc voilà, c'est en fait Truc comme les ça, points que vous très avez... ponctuel. Je ne peux pas vous poser une question sur l'ensemble. C'est des petits points ponctuels que je fais exprès, parce que sans ça, je veux dire, je vous apprends rien. Je suis là pour essayer de vous apprendre à examiner quelqu'un un peu mieux au niveau de la bouche, de la face. Donc des grands principes. Donc vous n'aurez pas des choses, vous n'aurez pas une question d'une heure avec moi. Hein. Vous aurez quelque chose sur la pathologie, je ne sais pas, les douleurs salivaires, les douleurs dentaires, hein, ça peut être. J'ai déjà posé sur le type de douleur sur dents vivantes, des choses comme ça. La différence entre dents vivantes et une dent mortifiée, quel est le type de douleur. Donc c'est les principes. Ça va être des choses simples. La Ce que j'ai montré, plutôt, ouais, la hein. Je pose des questions sur ce que je fais. Hein. Donc il n'y a rien de bien sorcier. Hein. Alors, vous vouliez les dents Pour les prémolaires. Je ne sais plus où elles sont. C'est la première diapo, je pense. La troisième. Voilà. C'est quoi donc? J'y étais pas, mais Alors, donc, celle-ci, mais normalement, ils doivent 2, pas relever la présence. 3, 4. Donc, vous avez de 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 28. Tu parles de 1, 2, 3, 4. 41, 48. Les dents de lait qui sont moins nombreuses, comme elles vont tomber, on les numérote en 5, 6, 7, 8, puisqu'elles ne vont pas rester toute la vie. C'est plus pratique pour des raisons... hein. Et donc vous avez là 5 dents par demi-arcade de lait, alors que vous en avez 8 quand elles sont au nombre normal. Voilà. Donc vous avez plus de dents définitives, et grâce à quoi vous mastiquez mieux qu'un bébé, qu'un enfant. Alors, vous voulez prendre le truc sur votre clé, c'est ça? Attendez, je suis à l'envers complètement, Macintosh, ça me fait suer. Je fais ça là. Fermé, oui. Et puis j'ai pas arrêté du coup. C'est moi, je l'ai fait. Voilà. Attendez, 30 secondes.